Bienvenue à tout le monde à cet épisode 2 du nouveau podcast Revue et corrigé de Passion MLB. Bienvenue à tout le monde qui nous écoute en live présentement. Donc, on enregistre les jeudis 20h en live sur Facebook, sur X et sur YouTube. Bienvenue à ceux qui sont là. Bienvenue à ceux qui nous écouteront un peu plus tard quand on mettra le podcast disponible sur toutes les bonnes plateformes. Si vous avez une plateforme de podcast, on va s'y retrouver. Donc, merci d'être à l'écoute. Merci d'être là, de venir nous poser vos questions si vous êtes en direct sur Facebook, sur X ou sur YouTube. La semaine passée, il y avait Sébastien Berroir qui était avec moi. Sébastien qui normalement sera là à toutes les semaines. Ceci étant dit, cette semaine, bon, il y a un petit pépin de santé qui l'empêche d'être là. On avait déjà prévu inviter Pascal Harvey avec nous pour faire un trio. Ce sera finalement en duo que Pascal sera là. Mon cher Pascal, merci d'être là. Comment ça va, mon cher? Ça fait plaisir d'être là, en remplacement de Sébastien. Puis de toute façon, tu l'as dit, c'était déjà prévu que je sois avec vous pour la deuxième édition. Ben, écoute, ça va super bien. En passant, Charles-Alexis, j'adore l'intro. De Oui. voir les stades, là, de voir un stade comme Mhm. ça là, à Montréal, moi, Mhm. ça me rendrait beaucoup heureux. Absolument, je te comprends. Il faut donner crédit à Sébastien. Là, c'est lui qui est à la base de tous les visuels là, qu'on voit. Là, c'est lui qui a tout créé ça au cours des dernières semaines. C'est vrai que ça fait rêver quand même ces stades-là. Tu sais, on Vraiment. partage cette passion-là du baseball quand même. On le fait comme ça en français au Québec, partout dans la francophonie, là, ailleurs au Canada, en France, partout dans le monde, tous ceux qui nous écoutent. Nous, on le fait sans avoir ces équipes-là. J'ai pas ton expérience, Pascal, j'ai pas connu les expos au même niveau que toi, donc je ne peux qu'imaginer la nostalgie là, d'avoir une équipe comme ça, d'avoir un stade qui, tu sais, si on avait eu un petit stade là, comme celui des Pirates de Pittsburgh, là, je sais pas si tu as déjà eu la chance de visiter un stade de ce moule-là, là, tu sais, Non, Washington aussi dans malheureusement. cette grosseur-là. C'est Pittsburgh, je l'ai fait l'an passé, c'est un beau stade. Là. Ça aurait pu sauver les expos probablement, là, un stade comme ça, bien placé au centre-ville avec un propriétaire qui aurait voulu, disons, mais Oui. on peut pas trop retourner dans le passé, mais on peut le faire quand même, un peu quand même, ben, avec les expos, avec tout ce qui entoure les expos de Montréal en général. À ce niveau-là, justement, Pascal, dans les derniers jours, tu as pondu un texte là, justement pour aider Perry G, justement, en parlant un petit peu là, de l'édition 94 des expos. Peux-tu nous en glisser un mot? Dans quel contexte dans quel contexte tu as été appelé à écrire ce texte-là, en fait? Ben, absolument, absolument. Perry, je le connais quand même depuis quelques années parce que j'ai participé. Puis d'ailleurs, on avait eu l'occasion, Charles-Alexis, de partager un moment dans le cadre d'un événement ExpoFest il y a quelques années. ExpoFest, je pense qu'il y a juste la première édition que j'ai manquée. Là, je participe régulièrement. J'ai encore mon billet pour cette année. Puis cette année, ben, pour les gens qui ne le savent pas, ça va être une édition spéciale 1994, évidemment. Puis pour les amateurs de baseball québécois au Canada, puis les amateurs de baseball en général, ben, on sait ce qui s'est passé en 94. Puis Perry, Ouais. pour l'occasion, ben, il va faire venir des anciens de l'édition 94, dont Pedro Martinez. Puis, il a décidé pour la cause de bâtir une revue, édition spéciale. Puis il m'a approché, là, il a approché quelques gens qui écrivent. Je sais que Roger Brulotte va écrire. Il y a même Michael Farber qui va écrire un texte également, là, l'ancien de Sports Illustrated. Euh, puis Benoît Rioux aussi. Ça fait que moi, j'ai été mandaté pour écrire un texte sur la saison 1994 qui va paraître dans la revue. J'ai bien hâte de voir. Puis pour moi, bien évidemment, c'est pas mon métier, évidemment. J'ai étudié en journalisme. Oui, j'ai pratiqué le journalisme étant plus jeune. Maintenant, ben, je suis dans une autre sphère de travail. Puis, de me faire appeler par Perry pour ça, ben, écoute, c'est touchant. Oui, absolument, je comprends ça. Puis j'ai eu la chance là, de le lire, le texte là, très bien fait. Donc, à ceux qui pourront le lire, là, c'est une lecture que je vais vous recommander chaudement. Merci. Pascal, si tu le permets, j'ai envie qu'on commence ce podcast-là. À chaque semaine, vous le savez, ben, pour ceux qui le savent, sinon je vais vous l'expliquer, on a toujours un bloc pour parler des Blue Jays de Toronto, qui est l'équipe la plus populaire présentement au Québec, à défaut de revoir ces expos-là. On a aussi un bloc un petit peu plus tard ailleurs dans la LNH et vers la fin, on va prendre aussi vos questions. Donc, n'hésitez pas à les publier en live, autant sur Facebook, sur X que sur YouTube. Nous, on les voit apparaître et à la fin, on va avoir un petit bloc de questions. Mais pour l'instant, Pascal, on s'en va chez les Blue Jays. Okay, Blue Jays, let's play baseball. Blue Jays de Toronto. Pascal, dans la dernière semaine, la grosse nouvelle concernant les Jays, en fait, c'est
j'ai envie de dire un départ, même si c'est techniquement pas vrai. Ça fait quelques mois que Matt Chapman a quitté l'organisation des Blue Jays via le marché des joueurs autonomes. C'est pas normal qu'un joueur de cette trempe-là passe quelques mois sur le marché, mais ça, évidemment, c'est un tout autre dossier. Là, on commence à être habitué avec toutes ces rumeurs-là. Et finalement, le nom des Giants de San Francisco qui a beaucoup circulé, c'est là que Matt Chapman va poursuivre sa carrière, au moins pour la prochaine saison. Contrat là, de 3 ans avec une année d'option mutuelle à la fin, mais entre chacune des 3 premières saisons de son contrat, il y aura une option de sortie. Donc, Pascal va pouvoir devenir un joueur autonome quand il va bien vouloir le faire. Ta première réaction en voyant ce contrat-là, ça a été quoi? Ben, moi, je pense que c'est un naturel que Chapman retourne en Californie. Là. Il a passé une partie de sa carrière à Oakland. À Toronto, c'était un plaisir de le voir, malgré que l'année passée, il y a quand même eu une saison un peu difficile en attaque. Aurait pu signer à Toronto. Hein. Il avait quand même une offre sur la table. Son agent l'a refusé. Maintenant, ben, on sait ce qui s'est passé. De le voir à San Francisco, pour moi, j'aime le match parce que il avait une place pour lui, évidemment. Les Giants ont levé le nez sur Brandon Crawford, qui est maintenant avec les Cardinals. Ça prenait un vétéran à l'avant-champ. Chapman va jouer ce rôle de vétéran-là. Puis, évidemment, il va avoir des options de sortie, comme tu le dis. Peut-être qu'il va regarder ailleurs avant longtemps, mais pour le moment, les Giants avaient besoin d'un gros nom. C'est Chapman qui va jouer ce rôle-là, puis je suis bien heureux pour eux. Malheureux pour les partisans des Blue Jays, évidemment, mais je pense que les gens avaient déjà fait leur deuil de Chapman. Oui, je pense que oui, à ce point-ci, là, surtout avec l'agent qu'il y a, c'est sûr qu'on s'attendait à ce que ça puisse aller de tous les bords, tous les côtés. Finalement, tu l'as dit, bon, on retourne en Californie, dans la région de la baie, une région qu'il connaît beaucoup. Lui, c'est un natif de la Californie en plus. Et surtout, aspect important, Bob Melvin, qui a été son seul gérant chez les Aces d'Oakland. Évidemment, il y en a eu 2 par la suite à Toronto, mais ça a été probablement son gérant préféré. Les 2 hommes qui ont une très, très, très belle relation ensemble. Donc, c'est un peu normal de voir que Bob Melvin aussi a poussé probablement Farhan Zaidi, le président des opérations au baseball, là-bas, pour lui dire: Hey, mon homme, il y a un joueur de troisième but là-bas là, qui peut être intéressant, qui stabiliserait notre défensive aussi. Puis avec Logan Webb qui a tendance à faire frapper les frappeurs, à faire frapper, oui, les frappeurs adverses du côté gauche, c'est quand même pas pire d'avoir un gars que tu le sais que le jeu de base va être fait, tu sais que le jeu spectaculaire va être fait, tu sais que tous les jeux, ou presque, vont être faits parce que c'est un gars doré, c'est un gars platine là, que du côté du troisième but à cette heure du côté de San Francisco. Ben absolument. Après Nolan Arenado, je pense que Chapman a sa place parmi le top 5, Ouais. là, assurément, peut-être même le top 3 des joueurs de troisième but défensif. Melvin, il est assurément pour quelque chose parce qu'il voulait s'assurer d'avoir quelqu'un avec lui là, pour ses débuts à San Francisco qu'il connaît bien. Un joueur qui est bon en défensive, comme tu le dis, qui va bien matcher là, les lanceurs des Giants. Puis, ça prenait un gros nom qui débarque à San Francisco parce que, on le sait, depuis quelques saisons, les Giants peinent à attirer des joueurs autonomes. On se demande qu'est-ce qui se passe. C'est vrai qu'à San Francisco, c'est un petit peu morose économiquement actuellement. La ville a déjà mieux paru là, de façon très générale. De voir que Chapman débarque avec les Giants cette saison, peut-être qu'il ne sera pas là nécessairement très longtemps, mais au moins ça vient mettre un baume là, sur l'humeur des partisans des Giants. Oui, absolument. Puis, tu sais, tu l'as dit, San Francisco, on dirait qu'on ne sait pas pourquoi c'est devenu une destination où personne ou à peu près veut se rendre. Tu sais, il y a Carlos Correa, pour être juste, qui a signé là-bas l'an passé. Ça n'a pas fonctionné pour les raisons qu'on connaît, mais il a quand même accepté de signer son gros contrat en premier à San Francisco. Mais sinon, des gros contrats là-bas par des joueurs établis, parce qu'il y a John Holley là, qui a signé au Champ-Centre, mais c'est un gars qui n'avait jamais joué dans le baseball majeur, qui a signé un contrat intéressant quand même. Mais il n'y a pas de vedettes qui veulent y aller. Il y a beaucoup de retraits au bâton là, sur le marché des joueurs autonomes, si on peut reprendre l'expression. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Le retrait au bâton, c'est plutôt les Blue Jays de Toronto qui l'ont. Et moi, ce que je remarque, si on revient vraiment à l'aspect Blue Jays, c'est que dans les 3 dernières années, donc la saison 2021, 2022, 2023, évidemment, Vladimir Guerrero Jr. était là. Beau Bichette était là. Ça a été des certitudes, ça va. Sinon, tu avais toujours un ancien des Aces d'Oakland qui était là pour compléter l'avant-champ. Que ce soit Marcus Semien au deuxième but ou que ce soit Matt Chapman au troisième but lors des 2 dernières saisons. Ce que ça faisait, c'est que tu avais 3 certitudes à l'avant-champ, puis après ça, tu pouvais bouger des gars. Donc, Santiago Espinal a bougé beaucoup. On l'a vu au deuxième but quand Matt Chapman est arrivé. Kevin Biggio qui s'est réhabitué au deuxième but après une saison pas facile au troisième but en 2021. Tu as des pièces comme ça que tu as pu bouger. Donc, tu avais un trou d'un gars qui n'était pas un régulier.
Là, Pascal, tu arrives dans une saison qui est super importante et tu en as deux trous. C'est quand même beaucoup, deux trous, surtout quand tu sais que Vladimir Guerrero Jr. va probablement jouer 160 matchs comme il fait depuis plusieurs années, mais il y en a quoi, une trentaine, une quarantaine là-dessus que ça va être comme frappeur de choix. Donc, Oui. il y a beaucoup de matchs dans une année où tu vas avoir Beau Bichette et ses compagnons. Bien, tu l'as dit, il y a deux trous actuellement béants là, avec le départ de Chapman. Puis je ne pense pas que Justin Turner est une solution nécessairement à l'avant-champ. Là. Je pense qu'on l'a appelé pour son bâton, on ne l'a pas appelé pour son gant. Il va devoir jouer des matchs en défensive, évidemment, parce qu'on ne pourra pas faire appel ad vitam aeternam à des joueurs de réserve. Puis, moi, j'ai bien aimé, par contre, la fin de saison de Kevin Biggio l'année passée. Il a vraiment prouvé qu'il est un joueur des majors. Maintenant, ben, c'est sûr que là, il fait face peut-être à des petits problèmes de santé. N'empêche que il va falloir que Kevin Biggio joue à la hauteur d'un joueur des majors cette année pour rassurer John Schneider sur le fait qu'en défensive, oui, tu les as nommés. Il y a Guerrero qui va jouer beaucoup de matchs. Il y a Bichette qui va jouer beaucoup de matchs. Bien, il va falloir que ce soit Biggio, à un moment donné, qui vienne combler un trou en quelque part. Puis, mais c'est pas un joueur étoile, on s'entend là-dessus. Là. Non, exactement. On l'attendait comme un joueur étoile, tu sais, quand tu te souviendras, là, dans les mineurs, quand il était sur un pied d'égalité avec Guerrero Junior, avec Bichette, c'est finalement pas la carrière des deux autres qu'il aura eu, là, depuis quelques années. S'établit quand même comme un joueur, justement, qui peut dépanner, qui peut jouer au deuxième but, qui peut dépanner au troisième but, qui peut aller dépanner dans le champ extérieur. Mais tu sais, tu regardes certaines journées où, justement, tu vas avoir besoin de combler deux trous à l'avant-champ, au deuxième, troisième but. Puis là, ben, dans le champ extérieur, on sait que Dalton Varsho, Kevin Kiermaier, George Springer ne joueront pas 162 matchs défensivement. Il va falloir donner des congés à ces gars-là. Varsho, peut-être pas pour le niveau de la santé, mais pour le niveau de son coup de bâton. S'il frappe là, semblable à ce qu'il a fait l'an passé. Donc là, ça va te prendre quelqu'un pour aller remplacer au champ aussi. Ce que ça fait, c'est que ultimement, ça commence à faire bien des gars qui arrivent de bonne heure dans l'alignement. Tu sais, l'an passé, Matt Chapman, c'était pas une vedette offensive, puis on le sait, mais si tu l'as dans un rôle de numéro 5 derrière les Springer, les Bichette, les Guerrero, puis les Turner, qui s'enlignent probablement pour être le top 4 dans les bonnes journées, si tu as un Matt Chapman qui arrive, tu mets un receveur après, ben là, ça te permet de descendre tes autres voltigeurs. Mais sinon, ceux qui vont frapper 5 et 6, ce ne sera pas des frappeurs 5 et 6 du baseball majeur, Pascal, puis il est là le problème pour les Blue Jays. Ben, il est là le problème pour les Blue Jays. Puis quand tu regardes l'alignement des Orioles, quand tu regardes l'alignement des Yankees, quand tu regardes même l'alignement des Rays, Oui. ça va être des alignements de frappeurs supérieurs à celui des Blue Jays. Puis, on parle des deux receveurs, on parle de Jensen, on parle de Kirk. Ces gens-là vont devoir frapper plus haut aussi dans l'alignement. Puis, c'est des points d'interrogation. Puis, en plus, c'est deux receveurs qui ne peuvent pas nécessairement jouer ailleurs, à part que jouer comme frappeur désigné. Ça fait que quand il y en a un qui va jouer dans une position donnée, ben l'autre, soit il est frappeur désigné, soit il est sur le banc, soit il ne sera pas en mesure d'aider son équipe. Fait que ça ne donne pas beaucoup de possibilités à John Schneider là, de pouvoir répondre en temps réel là, à la menace des autres formations. Là. Non, exactement. Donc, ça va prendre du renfort peut-être en cours de saison ou idéalement, ça va prendre quelqu'un qui se lève à l'interne parce que, tu sais, on a parlé des réguliers qui doivent se lever. Dalton Varsho en est un, George Springer en est un, Alejandro Kirk aussi, Vladimir Guerrero Jr. est probablement le candidat numéro un. Mais ça va prendre quelqu'un qui, idéalement, se sauve avec la position. Tu sais, sans, mettons, nécessairement remplacer Matt Chapman, mais si Isaiah Kenner Falefa devient un joueur de tous les jours, moi, je pense pas que ça va arriver. Puis je pense que si ça arrive, c'est un problème. Mais je le nomme parce que c'est un des candidats. Mais s'il connaît une grosse saison puis qu'il se sauve avec le poste et qu'il mérite ce poste-là, ça pourrait aider John Schneider de se dire OK, j'aurais peut-être un trou de moins à combler. Mais en ce moment, il est là le problème, c'est que tu as Isaiah Kenner Falefa, tu as Santiago Espinal, tu as David Schneider, tu as Kevin DiGio. Tu as Ernie Clement, de qui on parle beaucoup. Écoute, c'est pas des candidats que tu peux faire jouer 162 matchs par année dans une équipe qui est en santé. C'est des joueurs. Espinal, ça fait quand même quelques saisons qu'il est là. Il a rendu de bons services aux Jays là, parce qu'il a fait le travail, mais ce pas des joueurs qui peuvent, sur une base régulière, briller puis aider leur équipe. C'est des substituts, c'est des joueurs de banc, c'est des joueurs qui peuvent venir donner quelques manches, quelques matchs à l'occasion, mais il va falloir que quelqu'un se lève, tu l'as dit. Puis tous les joueurs que tu as nommés, Guerrero, même Bichette. Bichette a eu une très bonne saison, là, mais c'est tous des joueurs qui peuvent encore en donner plus. Puis ces joueurs-là, il va falloir qu'ils en donnent plus. Puis
je pense que Josh Springer va devoir être le leader incontesté de cette équipe-là, puis traîner un petit peu l'équipe sur ses épaules. Est-ce qu'il est capable de le faire? Il a quand même une santé fragile. Là. Oui, on s'entend. John Schneider, qui est le premier, qui a dit justement, je dois peut-être un petit peu mieux gérer ses congés, mais c'est pas facile de dire à un gars comme lui, il faut que tu t'assoies parce que c'est un compétiteur puis il veut rester là. Donc, ce sera pas nécessairement facile à gérer. Pascal, on commence déjà à recevoir des questions. Je vois le Simon qui nous a posé une question sur Blake Snell. Merci de ta question. On va y répondre plus tard dans l'émission, dans notre bloc de questions. Ceci étant dit, Steve qui nous a posé une question sur les Blue Jays, donc j'ai envie d'en profiter pour la placer dès maintenant. On vient de parler justement de Dalton Varsho. Steve qui nous demande, croyez-vous à une meilleure production offensive de Varsho? Moi, j'ai l'impression, Pascal, là, que c'est pas gentil, mais il ne peut pas faire pire non plus. Ben, il ne peut pas faire pire. Il ne peut pas faire pire. Puis moi, la question que je me pose, est-ce qu'on est allé le chercher pour son jeu en défensive ou on est allé chercher pour son bâton ou le mélange des deux? C'est sûr que quand on fait une transaction et qu'on donne autant qu'on a donné, ben, il faut que tu ailles chercher un joueur complet. Il ne peut pas faire pire, évidemment. En défensive, je pense qu'on sait qu'est-ce qu'il est capable de donner. Maintenant, en attaque, ben oui, ça va prendre une meilleure production de Varsho. Considérant que qu'est-ce qu'il a donné en Arizona dans le passé, selon moi, il est capable de faire mieux, mais il va falloir que les astres soient bien alignés. Là. Dernière petite question pour toi concernant les Blue Jays de Toronto. On a vu là, dans la rotation présentement au camp d'entraînement quelques blessures qui commencent à sortir. On est à l'étape du camp où là, il y a des blessures qui sortent. Parce que au début du camp, Pascal, tout le monde arrive, puis c'est-tu le fun quand tout le monde est en santé, puis tout le monde est dans la meilleure forme de sa vie, puis tout le monde a pris soin de lui, puis tout le monde a eu une nouvelle technique d'entraînement révolutionnaire qui va lui permettre de frapper 150 circuits. C'est toujours ça le début du camp, puis c'est le fun pour cette raison-là. La plupart du temps, tout le monde a perdu un petit peu de poids en plus. Oui, absolument. Donc, c'est toujours, tout est toujours parfait au pays des licornes quand le camp commence et c'est bien correct comme ça parce qu'il faut commencer sur du positif. Mais les problèmes arrivent rapidement. Chez les Blue Jays, tu as Yariel Rodriguez qui se battait, tant qu'à moi, il se battait pas tout de suite pour un poste dans la rotation, mais quand même, éventuellement, se bat pour être dans la rotation, a des spasmes au dos, a pas lancé l'an passé après la Classique mondiale. Alec Manoah qui a des problèmes d'épaule. Kevin Gausman qui a des problèmes d'épaule. À un moment donné, on a beau vanter le fait que les Blue Jays ont un peu plus de profondeur cette année, ou du moins pendant le camp d'entraînement, sur le monticule comparé aux années passées, mais ça commence rough, hein? Ben, ça commence rough. Manoah, c'est sûr que c'est un point d'interrogation. Lui, il est arrivé avec une nouvelle attitude, il est arrivé avec un nouveau physique, il est arrivé avec de la pression parce qu'il s'est lui-même mis de la pression sur les épaules l'an passé. Gausman, si Gausman donne moins de 200 manches à l'équipe cette année, les Blue Jays sont dans le trouble parce que Gausman est là pour donner des manches. Il est capable de donner des manches, puis il est capable de retirer des frappeurs au bâton. Mais si Gausman n'est pas en forme à l'ouverture de la saison régulière, ça va mettre énormément de pression sur les autres partants, Berrios, Kikuchi. Puis Kikuchi, l'année passée, il a eu une très, très bonne année. Là. Je pense qu'il s'est relevé, mais ça ne veut pas dire qu'il va livrer la même marchandise à chaque année. L'année passée, on le sait, c'est les lanceurs qui ont fait la différence pour les Blue Jays. C'est ce qui leur a permis de se rendre en séries éliminatoires. Si les lanceurs ont des problèmes de santé, la saison risque de débuter de façon très nébuleuse. Absolument, absolument. Puis, tu sais, l'an passé, ça a été le fun pour les Blue Jays parce que les partants étaient en santé. Et si on veut jouer à l'avocat du diable ou du moins à quelqu'un qui voit le verre à moitié vide, on peut se dire que ça n'arrivera pas nécessairement l'an prochain. Donc, oui, les partants ont été bons l'an passé, mais ça va prendre un peu plus de profondeur. De la profondeur peut-être comme Bowden Francis. Dans ces circonstances-là, Steve, oui, j'ai l'impression qu'il y a des chances de commencer comme 5e partant. Puis durant l'hiver, on dirait que tout le monde le vantait. Chris Bassett a été élogieux à son endroit. Je ne sais pas si vous connaissez le journaliste Keegan Matheson qui couvre le baseball majeur des Blue Jays pour le compte de la MLB. Très élogieux aussi envers Bowden Francis. Il dit que dans l'organisation des Blue Jays, il est très aimé. Donc, dans les circonstances actuelles, Steve, je ne néglige vraiment pas le nom de Bowden Francis et je ne serais pas étonné qu'on le voit dans cette rotation. Pascal, ça fait le tour de ce qu'on avait à dire sur les Blue Jays de Toronto. Allons maintenant ailleurs dans le baseball majeur. Ailleurs dans la MLB,
Pascal, dans les derniers jours, tu as pondu sur le passionmlb.com un portrait sur les Cardinals de Saint-Louis. On en est à cette étape-là sur le site, durant la saison morte, de publier un portrait par jour par équipe pour arriver là, jusqu'à la fin, jusqu'au début de la saison. Tu t'es occupé du portrait des Cardinals, d'une lecture que je vous recommande sur le passionmlb.com. Euh, Écoute, les Cards, on le sait, ils n'ont pas connu une grande saison 2023, on va le dire comme ça pour rester poli. Saison très, très, très en deçà des attentes, pour pas dire catastrophique. Ça va prendre quoi pour que ce club-là se relève? Tu sais, est-ce que, on parle souvent du nerf de la guerre qui est sur le monticule, est-ce que cette rotation-là peut faire le travail? Mais moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Mhm. Quand on est allé chercher le renfort pour rebâtir cette rotation-là, parce qu'on sait que Adam Wainwright a quitté, il a pris officiellement sa retraite. Selon moi, il a joué peut-être une année de trop même. Il aurait dû quitter en même temps que son collègue, son collègue receveur. Mais n'empêche que le travail qui a été fait pour combler les lacunes sur le monticule, mis à part Sonny Gray, moi, c'est tous des points d'interrogation. Miles McCullough est resté, Steven Matz est resté. C'est pas des partants numéro 1, numéro 2 nécessairement. On est allé chercher des gens qui avaient de l'expérience, mais c'est des joueurs qui sont, selon moi, un petit peu sur la pente descendante. Donc, si Sonny Gray ne commence pas l'année en santé, encore là, peut-être que l'année risque d'être longue à Saint-Louis. Puis ce qui manque à Saint-Louis, Charles-Alexis, cruellement, puis moi, je pensais que Nolan Arenado et Paul Goldschmidt pourraient jouer ce rôle-là. C'est un rôle de leader. On a rapatrié Matt Camperter, on est allé chercher Brandon Crawford à San Francisco. Ouais. On se cherche cruellement un leader, puis il n'existe peut-être pas encore. Il y a Mason Wynn qui risque de percer l'alignement. Jordan Walker va être à sa deuxième année, mais tu ne peux pas demander à ces joueurs-là d'assumer le rôle de leadership. Puis, il y a des joueurs qui vont avoir une année d'expérience de plus, les Gorman, Edmund, Notebar, mais tu ne peux pas leur demander encore là de traîner l'équipe sur leurs épaules. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation. C'est un bon mélange de vétérans et de jeunes, mais comme tu le dis, the name of the game is pitching. Puis actuellement, à Saint-Louis, il n'y a rien de concluant. Non, absolument, ce ne sera pas facile à ce niveau-là. Écoute, tu as parlé d'Arenado, de Goldschmidt dans les coins de l'avant-champ. C'est deux joueurs que je pense que la majorité des amateurs aiment bien. Je pense pas que c'est des vilains leaders, au contraire. Moi, le sentiment que j'ai, tu le diras, si tu me diras si tu le partages, c'est deux gars qui, justement, ont dû prendre la charge d'un Yadier Molina qui était incontestablement le cœur et l'âme de cette équipe-là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu sais, même Pujols qui est revenu, je suis persuadé qu'il y avait un ascendant très positif sur les Cards en 2022. De voir les deux partir, ça a été un gros coup. Penses-tu que la marche était trop grande au niveau du leadership? Au même titre qu'un joueur qui arrive dans le baseball majeur pour la première année, des fois a de la difficulté, puis après finit par trouver son pied puis se replacer comme il faut. Penses-tu que là, c'était, écoute, c'est ma première année comme essayer d'être leader de cette grande équipe-là, et là, par la suite, ça va être ma deuxième, donc je sais un peu plus à quoi m'attendre. J'ai eu une saison morte pour réfléchir et ça va mieux se passer à ce niveau-là. Penses-tu que c'est un facteur ou vraiment ces gars-là n'ont pas nécessairement le même ascendant que Molina? C'est peut-être préconçu ce que je vais dire, Charles-Alexis, mais on dirait que les joueurs de cette génération-là n'ont pas l'ADN de leadership nécessairement. Pujols, c'est un joueur d'une autre génération. À la limite, Molina, c'est un joueur qui était sur le point d'être un joueur d'une autre génération. Ces joueurs-là jouent pour l'équipe, d'abord et avant tout, ne jouent pas nécessairement pour le statistique. Puis quand les statistiques sont là, comme ils étaient là dans le cas de Pujols, tant mieux. Mais pour un Nolan Arenado, pour un Paul Goldschmidt, c'est sûr que tu te négocies des contrats en fonction, pas de la performance de ton équipe, tu négocies des contrats par rapport à ta contribution dans l'équipe. C'est sûr que la réalité n'est pas la même. Puis de créer des leaders aujourd'hui, selon moi, c'est beaucoup plus difficile. Puis écoute, tu as mis le doigt dessus. Je pense que ces deux athlètes-là n'étaient pas prêts à prendre le relève de Molina et même de Pujols qui était revenu en fin de carrière. Puis de Wainwright. Mais Wainwright, là, on se rend compte que ce n'était peut-être pas le leader de l'équipe. Il était peut-être un demi-leader en compagnie de Molina qui formait un grand leader à deux. Mais clairement, ils n'étaient pas prêts, les deux, à prendre ce rôle-là. Pour un lanceur, c'est toujours plus difficile aussi d'être un leader parce que, tu sais, il y a une journée sur 5 où tu es complètement absent. Là, tu te concentres vraiment sur ta propre personne, puis c'est très centré sur toi-même. Les autres, tu t'en remets un peu. Donc, c'est exact. C'est une dynamique qui est différente, mais le receveur est important. Puis Simon Holmes, qui est un ancien collègue, justement, de Passion MLB, que je salue,
qui nous dit que c'est la même chose qui s'est passé avec les Giants quand Buster Posey a pris sa retraite. Puis je trouve que c'est un bon point. Puis même Simon, je vais le pousser à un autre point. Quand il n'a pas joué durant la saison 2020, les Giants ont fait ça vers le bas. Puis quand il est revenu en 2021, ils ont eu leur saison de quoi 106, 107 victoires, je pense. Il a pris sa retraite, les Giants n'ont plus jamais été les mêmes. Poussons l'exercice encore un petit peu plus loin. Le moment précis où les Orioles se sont mis à gagner, c'est le jour où Adley Rutschman a été rappelé. Parce qu'il y avait un début de saison en 2022 plus difficile. Il a été rappelé et à ce moment-là, ils se sont mis à gagner en fou. Ils n'ont pas participé aux séries parce qu'ils partaient de trop loin, mais la progression a été fulgurante. On l'a vu en 2023. En saison régulière, Adley Rutschman n'a jamais été balayé. Il a été balayé pour la première fois en série quand ils ont perdu leur série parce que ça faisait une éternité que ce club-là ne s'était pas rendu en éliminatoire. Mais l'importance d'un bon receveur, pour moi, Pascal, c'est primordial. Ça change une organisation au complet. C'est la raison pour laquelle moi, je veux que Danny Jensen, par exemple, à Toronto, et plus de départ qu'Aleandro Kirk parce qu'un bon receveur défensif, ça change tout. Puis si on va justement aux Cards, tu remplaces Molina par Contreras, pas le même genre de receveur. Hein? Ça se peut que le club prenne une débarque, là, non seulement parce que tu perds une légende, mais Contreras, je veux dire, c'est un frappeur de choix ou un premier but à qui on a mis un gant de receveur dans la vie. Là. Je veux dire, c'est pas, Ben, il pas est un receveur receveur. par défaut. Oui, Il est exact. receveur par défaut, probablement. Puis, un peu comme Craig Biggio, quand il a commencé dans les majeurs avec les Astros, il était receveur, Craig Biggio, mais Exact. il n'avait pas le Exact. physique pour être receveur. Puis on lui a dit, je pense que Ouais. c'est plus au deuxième but que tu vas avoir Ouais, une c'est ça. carrière. Ça s'est quand même bien passé. La transition s'est bien faite. Mais à l'inverse, c'est plus difficile. Puis on en a déjà parlé. On a déjà eu cette conversation-là, toi et moi, Charles-Alexis. L'importance des receveurs qui contrôlent le jeu. C'est pas pour rien que quand on regarde les gérants dans le baseball majeur, je te dirais, je n'ai Oui. jamais calculé le pourcentage d'anciens receveurs qui sont gérants dans le baseball majeur actuellement, Ouais. mais c'est un pourcentage quand même assez élevé. Faites le calcul, Ouais. faites le test, puis vous allez voir que une bonne partie des gérants sont d'anciens receveurs, puis c'est pas pour rien. Mm-hmm. Ces gens-là connaissent la game, sont capables de contrôler, sont capables de lire les Mm-hmm. stratégies, puis Ben oui. c'est des leaders, par Mais définition. écoute, c'est des leaders parce que c'est eux qui collent la game aussi. Tu sais, peut-être pas les receveurs recrues, mais quand tu atteins un certain statut, c'est toi qui décides de chaque lancer qui vont être appelés selon la relation que tu as avec le lanceur. Puis tu sais, pensez-y, il y a 8 joueurs sur 9 sur le terrain qui regardent le receveur ultimement. Oui. Le receveur a le jeu devant lui. Le receveur est le seul qui n'est pas en jeu. Tu sais, il est à l'extérieur de la ligne dans les faits. C'est le seul qui fait face à tout le monde. C'est lui qui dirige le jeu. C'est lui qui fait des appels durant le match, travaille avec le gérant. Donc, ce sont des mini-gérants, les receveurs. Donc, c'est normal que ça en fasse. C'est pour ça que Yadier Molina aussi a dit à un moment donné que, bon, il faudrait peut-être devenir un gérant. Ça, c'est une citation là, de l'année passée. Et là, on apprend que Albert Pujols aussi voudrait devenir un gérant. C'est quelque chose qu'on savait, mais là, il le répétait encore plus, au point où Pascal, il va aller souper, ou en fait, à l'heure où on se parle, probablement que le souper a déjà eu lieu, avec Tony La Russa, qui a été son gérant pendant 11 ans à Son ancien Saint-Louis, gérant. c'est Oui. ça, pour apprendre les rudiments d'un gérant dans le baseball majeur. J'espère qu'il parle aux gérants de 2001 à 2011, pas aux gérants des White Sox de 2021-2022, mais écoute, ça, c'est juste une petite parenthèse. À Mais, souhaiter. ça serait quelque chose de voir Pujols et Molina gérant dans les majeurs éventuellement, si ça arrive les deux en même temps. Là. Les duels entre les deux, là, ce serait quand même quelque chose. Ce serait intéressant, mais tu sais, moi, si j'ai à parier un 2 je le parierais sur Molina plus que sur Ouais. Pujols. Puis à Quand tu es Saint-Louis, un. j'espère. Oui, et à Saint-Louis, oui, espérons-le. Euh, quand tu es un Albert Pujols, quand tu as dominé ton sport, tu sais, je vais faire le comparatif. Albert Pujols n'est pas Wayne Gretzky, mais Albert Pujols a été un joueur dominant. Wayne Gretzky a fait une tentative pour devenir entraîneur dans la Ligue nationale. Maurice Richard a fait une tentative pour être entraîneur dans la Ligue nationale. Guy Lafleur n'a jamais souhaité être entraîneur dans la Ligue nationale. Euh, Exact. je sais pas. Je sais pas. Je lui souhaite, évidemment, je lui Ouais. souhaite tout le bonheur. Je lui souhaite qu'au moins, peut-être que quelqu'un un jour va lui donner sa chance. Mais j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que ces joueurs-là, ils ont la game dans leur ADN, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de la transmettre Mm-hmm. à Exact. d'autres personnes qu'eux-mêmes. Puis Molina, par contre, c'est une question de temps. Exact. Je pense que oui, je suis d'accord avec toi. Puis je suis d'accord avec ton point aussi. Puis je vais faire une autre allusion au hockey. Peut-être que j'ai beaucoup de hockey en tête avec la date limite des transactions qui est à nos portes là, dans la LNH. Mais tu sais, si tu prends chez le Canadien de Montréal,
t'as Vincent Lecavalier puis Martin Saint-Louis qui sont là. Vincent Lecavalier, c'est le premier choix au total qui a été un naturel toute sa vie. Il n'est pas derrière le banc, il est un conseiller au directeur général Kent Hughes, puis Martin Saint-Louis qui a bûché pour se rendre, puis qui a travaillé fort, puis qui est peut-être un peu plus capable d'expliquer son succès parce que c'est moins naturel, sans rien lui enlever, parce qu'il a évidemment beaucoup de talent, mais c'est lui qui est entraîneur-chef. Donc, c'est peut-être un peu cette dynamique-là qu'on retrouve. Je pense que oui. La comparaison est bonne. Puis derrière le banc, tu as un Alex Burrows qui bûchait match après match. Un Stéphane Robida, c'est la même affaire. Exact. C'est comme ça que ça se passe dans le sport professionnel. Puis je pense que c'est pas différent au baseball. Là. Absolument. Donc, vivement le jour où Yadier Molina sera le gérant des Cardinals de Saint-Louis, ça va faire des belles histoires. Puis, tu sais, on parle de leadership. J'ai vu qu'on a ramené Wally McGee, un ancien des Cards, un ancien des bonnes années des Cards. On l'a ramené dans le personnel d'entraîneur. C'est pas un hasard. Tu sais, on veut que cette équipe-là redevienne les Cards d'antan, redevienne une identité. Puis, on parlait de leadership de la part d'Arenado et Goldschmidt. Arenado était au Colorado, Goldschmidt était en Arizona. Ce pas des joueurs qui ont grandi dans l'organisation. C'est difficile de devenir le leader d'une équipe quand tu n'as pas grandi au cœur de cette équipe-là. Mais en tout cas, on va leur souhaiter une meilleure saison qu'en 2023. Absolument. Beaucoup de pression à Saint-Louis parce qu'il n'y aura pas de place à l'erreur après un faux pas en 2023. Restons dans cette division-là. En fait, je dis restons dans la division. On n'a plus besoin d'être dans cette division-là parce que Joey Votto est un agent libre, à son grand malheur d'ailleurs. On en a parlé un petit peu la semaine passée. Là, on ne sait pas exactement où il va finir par se retrouver. Mais une chose est sûre, c'est qu'il veut un contrat. Et je ne sais pas si tu as vu cette semaine la petite intercalation avec les Expos de Montréal, les Expos qui ont un compte là, sur Twitter. Et les Expos qui lui ont dit ben, appelle-nous si tu te cherches un contrat. Et lui qui a répondu vous n'existez pas. En français. En français, absolument. En français, oui. Ben, c'était savoureux. Il y a des gens qui ont mal réagi à ça en disant ben voyons, ils ridiculisent la concession, ils ridiculisent l'histoire du baseball à Montréal. Ben non, il ne faut pas le voir comme ça. Joey Votto, c'est Joey Votto. Joey Votto est un personnage haut en couleur, puis on le voit, là, il n'y a aucun autre joueur autonome qui se cherche un emploi actuellement qui fait ce que Joey Votto fait. Puis il y a même Éric Gagné qui a répondu pour le bien du baseball majeur, trouvez-lui un emploi en quelque part. Là. Il faut que ce gars-là joue en 2024. Exact. Moi, j'avais répondu à la blague, justement, que les expos n'existent pas, au même titre que son contrat n'existe pas présentement. Bon. Je me trouvais bien drôle, mais écoute, j'ai hâte de voir si justement il y a une équipe qui va lui faire de la place. Je pense pas que ça va être comme joueur de tous les jours. J'ai l'impression qu'il va devoir accepter peut-être comme tu sais, Albert Pujols, justement, là, quand il est parti d'Anaheim, quand il est allé avec les Dodgers par la suite à Saint-Louis, il n'était plus un joueur qui jouait 162 matchs par année, puis c'est correct à un moment donné aussi. Mais si tu peux avoir un ascendant sur ton équipe, un rôle un peu comme Brandon Bell, tu avais l'an passé à Toronto, comme Justin Turner sans ligne pour avoir, évidemment pas avec les Blue Jays parce qu'il n'y a pas de place pour Joey Votto, mais un rôle de ce type-là, je pense que c'est ce que ça prendrait pour lui. Moi, ce que je trouve dommage pour Joey Votto, il a passé sa carrière entière à Cincinnati. Les Reds en ont arraché durant tout ce temps-là. Les Reds commencent à être bons, puis Joey Votto quitte. Donc, c'est vraiment dommage pour lui, là, parce que moi, je suis convaincu qu'il aurait aimé ça gagner avec les Reds, là, mais on va lui souhaiter bonne chance. Mais Joey Votto, j'aimerais le voir en 2024 parce que le baseball a besoin de joueurs comme Joey Votto, d'individus surtout comme Joey Votto. Oui, absolument. Absolument. On va le souhaiter pour le bien du baseball, comme tu le dis, là, qu'il puisse se trouver un contrat. Red Sox de Boston, mon cher Pascal. Catastrophe chez les Red Sox. Lucas Giolito, qui s'enlignait pour être un lanceur important. On ne savait pas quel genre de performance il allait offrir nécessairement après des années en dents de scie, mais s'il y a bien quelque chose que les Red Sox se disaient, c'est ce gars-là est capable de manger des manches. Il va nous aider à sauver notre relève un peu. Et là, on apprend qu'il y a des problèmes au coude. On ne sait pas combien de temps ça peut durer, mais tu sais comme moi que des problèmes au coude, là, ça peut venir avec le gros méchant mot Tommy John aussi. Là. Puis je pense que c'est ça qu'on a peur présentement à Boston. Écoute, si on perd du côté des Red Sox, Lucas Giolito pour la saison, on a beau dire, on a des ressources pour le remplacer à l'interne. Théoriquement, oui, parce qu'il va avoir des lanceurs à chaque manche sur le monticule, mais ce ne sera pas de la trempe de Lucas Giolito. Ben absolument. Puis, on a perdu Chris Sale qui est rendu à Atlanta. Ben, Sale, c'était en dents de scie aussi. Là. Lui revenait de blessure, ne donnait pas le même nombre de manches qu'il était capable de donner. Mais on a bâti la saison 2024, selon moi, autour de Lucas Giolito. Puis là, ben,
s'avère que la saison 2024 risque d'être encore difficile à Boston. On le sait, il évolue dans une division qui est très, très, très relevée. Puis si Giolito ne réussit pas à donner des manches aux Red Sox, tu le dis, oui, il va toujours avoir quelqu'un qui va être sur le monticule à tout moment donné de la saison, mais c'est les résultats qui ne seront malheureusement pas là. Puis c'est dommage parce que les Red Sox avaient besoin de bonnes nouvelles. Puis pour le moment, c'est pas au rendez-vous. Malgré qu'il y a quelqu'un qui a signé il n'y a pas longtemps, là, au cours des dernières heures, ça devrait peut-être mettre un baume là, sur l'humeur des partisans. Ouais, absolument. Tu sais, écoute, t'as parlé de Chris Sale, je veux revenir un petit peu là-dessus. Tu sais, moi, j'ai toujours critiqué le fait que les Red Sox se cherchaient des lanceurs partants et qu'on a échangé Chris Sale. Je comprends que Vaughn Grissom, c'est une belle opportunité. Là, il est blessé malheureusement, mais je pense qu'il va être très bon au deuxième but. Je pense qu'il va avoir une meilleure saison que Chris Sale va en avoir une, mais Chris Sale comble exactement le besoin que les Braves avaient besoin. Et à Boston, il crée un trou. Donc, moi, c'est ce que je reproche. Et là, tu le remplaces par Giolito qui se blesse. Tu donnes de l'argent à Brian Bayo, qui est parfait, mais cet argent-là, tu ne l'as pas donné à un lanceur qui pourrait t'aider parce qu'il allait déjà être là, Bayo. Ceci étant dit, je ne veux pas trop chialer contre cette signature-là parce que je trouve qu'elle est très, très bonne. Je ne pense pas qu'elle est aussi formidable que les gens le pensent parce que quand on voit un contrat de 6 ans, on se dit « Oh mon Dieu, c'est parfait », mais il ne faut pas oublier qu'il était à 5 ans de l'autonomie. Donc, dans les faits, Brian Bayo se fait acheter une année d'autonomie. Bravo aux Red Sox, ceci étant dit, d'avoir une année d'option par la suite à la discrétion de l'équipe à 21 millions de dollars. S'ils lancent comme un bon lanceur partant, cette année d'option-là à 21 millions, je te garantis qu'ils vont vraiment l'aimer. Donc, très beau contrat de la part des Red Sox, mais ça ne vient pas régler le trou qu'il y a sur le monticule et ça ne vient pas acheter 5, 6, 7 années d'autonomie. Donc, ce n'est pas un contrat aussi extraordinaire que les gens pensent, mais c'est quand même un beau contrat malgré tout. Puis Pascal, finalement, les Red Sox qui nous prouvent pour la première fois depuis les Buckons qui sont capables de développer un lanceur partant qui a du bon sens. Donc, tant mieux pour les Red Sox. C'était vraiment rare parce que d'habitude, les Ouais, solutions venaient toujours de l'externe. toujours. Puis, ben, c'est quand même une nouvelle mi-figue, mi-raisin qu'on pourrait dire, mais ça arrive quand même à un bon moment où les Red Ouais, Sox ont besoin de ce genre de nouvelles-là. absolument. Pascal, on avait prévu un petit bloc sur les espoirs québécois qui performent dans le camp d'entraînement. On a une question à ce niveau-là, donc j'ai envie qu'on aille tout de suite à la période de questions. S'il y a des gens qui veulent nous en poser, c'est le temps de nous écrire là, en live sur Facebook, sur X, sur YouTube. Je n'ai pas pour en poser. Donc, on s'en va pour commencer à la période de questions. Pascal, tu nous as sorti dans les dernières heures les statistiques des Québécois qu'on surveille au camp d'entraînement des différentes équipes du baseball majeur. Steve, qui avait une question justement à ce niveau-là. Donc, peux-tu nous dire comment vont les Québécois au camp du baseball majeur? C'est des statistiques, Charles-Alexis, là, qui ont été puisées jeudi matin. Donc, les joueurs ont assurément joué des matchs depuis. Édouard Julien, on n'a pas à se poser la question. Là. Je pense qu'on en parle quand même assez régulièrement. Julien Oui. qui une chute au camp d'entraînement, une chute de régime. Là. La dernière fois qu'on a écrit sur lui, il frappait pour 600. Là, il ne frappe que pour 421. Fait que c'est quand même C'est une intéressant vague, dans là. son cas. C'est une blague, mais écoute, Édouard Julien a son poste au Minnesota. Là, va être le Wow. premier frappeur, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, Julien actuellement frappe pour 421. 6 points marqués, 8 coups sûrs, 2 coups de circuit, 5 points produits, donc un excellent camp d'entraînement. Puis là, vous savez que les trois autres Québécois qu'on suit, Abraham Taureau, Charles Leblanc et Otto Lopez, sont tous en Californie maintenant, ont tous changé de chaise. Puis, on a eu ce commentaire-là, toi et moi. Actuellement, je pense que pour les trois, se retrouvent dans des meilleures situations qu'ils ne l'étaient l'année passée. Absolument. Taureau se retrouve à Oakland, un club qui a des positions, qui a des lacunes, puis qu'il y a de la place pour Abraham Taureau. Charles Leblanc se retrouve avec les Angels. Selon moi, plus d'opportunités à Los Angeles qu'il en avait jadis au Texas et à Miami l'an passé. Tandis qu'Otto Lopez, on le sait, les Blue Jays en avaient plus nécessairement besoin, devaient le libérer pour faire de la place. Otto Lopez se retrouve à San Francisco. On a parlé des Giants tout à l'heure. Encore là, selon moi, Lopez pourrait peut-être jouer un rôle à San Francisco. Lopez frappe pour 231 depuis le début du camp d'entraînement.
3 points marqués, 3 coups sûrs, 1 coup de circuit, 5 points produits, donc le même nombre de points produits que Julien, tandis que Charles Leblanc, pour sa part, un début de camp d'entraînement un petit peu plus difficile. Charles qui frappe pour 0,083, un point marqué, un coup sûr, 2 points produits en 12 présences au bâton, tandis qu'Abraham Taureau, quand même, frappe pour 350, 7 coups sûrs, 2 points produits, 2 points marqués en 20 présences au bâton. Donc, Abraham Taureau qui a un bon début de camp d'entraînement chez les Aces. On va suivre évidemment ces performances-là de ces Québécois-là. On veut qu'il y en ait le plus possible dans le baseball majeur. C'est toujours triste quand on commence une saison comme l'an passé, par exemple, avec la réalisation qu'il n'y aura pas de Québécois dans le baseball majeur. Là, ce sera visiblement pas le cas parce qu'Édouard Julien est là, mais on est toujours à une blessure de se dire, ouais, il n'y a personne dans un alignement actif du baseball majeur. Donc, bonne chance à nos Québécois là, pour s'assurer d'avoir le plus de représentants possible de la belle province dans le baseball majeur. Simon Rivet, je n'ai pas oublié ta question, comme je te l'ai dit en début de podcast. Quelles sont les dernières nouvelles concernant Blake Snell? Écoute, Simon, ça change pas beaucoup à ce niveau-là, je te dirais. On est encore en mode attente. On parle possiblement d'un club comme les Giants ou les Angels qui pourraient aller le chercher. Il y a d'autres noms qui circulent. Les Yankees, j'ai de la difficulté à croire qu'ils pourraient aller le chercher, même sur un court contrat en raison du fait qu'ils sont vraiment à côté. Là, ils ont dépassé le dernier seuil de la taxe de luxe. Moi, Pascal, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que Blake Snell pourrait peut-être signer avec Matt Chapman à San Francisco un contrat à la Matt Chapman, justement, avec peut-être un petit peu plus d'argent par année, parce que c'est quand même un double gagnant du Cy Young, qui connaît lui aussi, d'ailleurs, Bob Melvin de ses années à San Diego, mais un gars qui pourrait signer un contrat de quelques saisons avec plusieurs options de sortie pour s'assurer de refrapper le marché des agents libres l'an prochain. Ben, un joueur qui a joué récemment en Californie également. Je ne me souviens plus quand un récipiendaire du trophée Cy Young n'avait pas encore signé de contrat une fois le camp d'entraînement débuté. Mais tu parles des Giants, oui, possiblement que la destination serait logique parce que Scott Boras vient de négocier avec les Giants, vient de placer un de ses poulains qui est Matt Chapman. Boras qui a une drôle de séquence actuellement là, avec Bellinger et compagnie. Snell demandait énormément d'argent. En fait, Boras demandait énormément d'argent. N'a pas réussi à matérialiser tout ça. Donc, il est fort possible que Snell signe le genre de contrat que Bellinger et Chapman ont signé. Puis, si c'est à San Francisco, ben là, on va venir faire un petit peu taire la fameuse rumeur qui dit que personne ne veut signer à San Francisco. Donc, ça changera un petit peu la dynamique. Puis, ce serait intéressant de voir Snell là, dans la même division que les Dodgers et les Padres. Snell, qui n'est pas un mangeur de manches, on le sait, il a de la difficulté à traverser la 6e manche, mais quand même, imagine un duo Logan Webb et Blake Snell au sommet de cette rotation-là pour une équipe qui a utilisé beaucoup trop d'openers, de releveurs qui venaient trop souvent. Il y avait trop de platoons. On veut se distancier un petit peu à San Francisco de cette identité-là. On veut devenir une équipe que on a des réguliers le plus souvent possible. On a des lanceurs partants typiques, le baseball, comme ça s'est souvent joué. Et j'ai l'impression qu'avec Chapman, on y arrive parce qu'on stabilise le 3e but. Puis si on signait un lanceur de cette trempe-là, on pourrait y arriver aussi. Ben, Snell, possiblement aimerait lancer à San Francisco parce que le stade des Giants n'est pas un stade vraiment friendly pour les frappeurs. Là. Fait que c'est un stade de lanceurs, donc ça l'avantagerait. Puis quand tu dis Snell ne mange pas des manches, dépasse difficilement la 6e manche, puis quand il s'apprête à dépasser la 6e manche, c'est son entraîneur qui le retire. On se souvient ce qui s'est passé avec les Rays. Donc, oui. Absolument. Mais là, si c'était un problème dans les 2 dernières années, ce serait exactement la même situation à San Francisco parce que Bob Melvin est maintenant avec les Giants, comme on le sait. Tout à fait. Je n'ai plus de questions, Sébastien. Je l'ai dit un petit peu par habitude. Pascal, pardonne-moi. Dans ma liste ici en live, je vous invite, la dernière petite chance, si vous voulez en poser une rapidement. Ceci étant dit, cette semaine, j'ai reçu Étienne Ranger qui nous a écrit en privé et qui nous a posé une question là, que je viens de sortir, Pascal, et que je voudrais te soumettre. C'est par rapport aux Orioles de Baltimore, par rapport au fait que leur gros releveur Cano qui ne sera pas là cette année en raison d'une opération, on a signé Craig Kimbrell pour le remplacer. Kimbrell qui a déjà été l'un des meilleurs de sa profession,
on va s'entendre, qui a ralenti dans les dernières années. Penses-tu que ça va faire mal à cette relève-là, justement, du côté des Orioles? Ben, actuellement, selon moi, Baltimore, c'est le seul point d'interrogation. On va peut-être y aller par comité parce que je suis d'accord avec toi, Kimbrel, ce n'est plus le Kimbrel d'il y a quelques années, ce n'est plus le releveur dominant. Mais peut-être qu'on va former un comité de releveurs qui va venir combler la différence puis qui va venir faire le travail. Ça s'est déjà vu, des équipes se rendent quand même assez loin en série en n'ayant pas un lanceur de relève identifié là, qui ferme les matchs, puis on y va par comité. Les comités ont déjà été très populaires il y a quelques années, ça fait que ça pourrait arriver qu'à Baltimore, si on ne réussit pas à aller chercher quelqu'un d'autre, si jamais Kimbrel ne fait pas le travail, ben peut-être qu'on va se développer un comité à l'interne. Pascal, merci beaucoup d'avoir été là avec moi cette semaine. Ça a été un plaisir, puis on va assurément te réinviter. Je pense que les auditeurs aussi ont bien apprécié. Ben, ça me fait plaisir, Charles-Alexis. Donc, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à tout le monde d'avoir été là, que ce soit en live sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, ou que ce soit, si vous nous écoutez par la suite, là, une fois le podcast téléchargé dans un format balado un petit peu plus habituel, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur Apple, toutes les bonnes plateformes, évidemment, de podcast. On s'y retrouve. Donc, merci de nous avoir écoutés. On est là à chaque semaine. On met la table pour la suite des choses dans l'actualité du baseball majeur avec la saison qui va commencer là, dans 3 semaines déjà, ce sera le début de la saison. Donc, ce sera évidemment à suivre sur le passionmlb.com et sur le podcast de Passion MLB. Donc, merci beaucoup d'avoir été là avec nous et on se retrouve la semaine prochaine.